J'aimerais demander votre coopération parce que j'ai beaucoup de contenu et je n'ai que 30 minutes. Et on a déjà 5 minutes de retard, donc il faut que je rattrape le temps en racontant beaucoup de choses. Donc je vais aller relativement rapidement. Le plus de silence dans la salle, le plus vite je peux parler et le plus rapidement on pourra avoir notre café. Je suis enchantée d'être ici, non simplement parce que je suis reconnaissante de l'occasion d'ici, mais parce que mes beaux-parents habitent le quartier et j'attends le plaisir de rester sur leur canapé et de manger beaucoup parce que j'ai une très très bonne belle-mère et elle adore cuisiner. Ça veut dire qu'il faut que je brûle autant de calories actuellement. Donc, je vais un peu me promener pendant que je fais ma présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est peut-être probablement la majorité d'entre vous, j'ai eu le privilège de travailler beaucoup avec les CEP depuis 10 ans. J'ai été très très active dans le réseau de CEP en Europe, où je travaille sur plusieurs projets de digitalisation et des revues, des évaluations de pairs. Mais j'ai aussi travaillé avec le BID, avec le WAPES et des services d'emploi public autour du monde pour voir ce qui se passe dans le monde de la technologie et pour les aider à adapter à un monde en train de changer, en transformation. Les panels sont très très utiles parce qu'ils ont discuté de beaucoup de choses dont je voulais traiter, donc je peux aller encore plus rapidement. Une des choses qu'on voulait faire, parce que j'ai un temps très limité, c'est pas donner une idée très large d'ensemble. Je voudrais simplement souligner quelques détails de développement qui peuvent influencer, avoir un impact sur les CEP et comment ils utilisent la technologie pour changer, pour s'adapter dans un monde qui n'arrête pas de changer rapidement. Donc, pour donner un petit peu de background, on a dit ceci ce matin, tout à la même page. Le facteur le plus important de cette présentation dans le contexte aujourd'hui, c'est le changement technologique. Le développement de la technologie qui va influencer les marchés de travail de l'avenir. Il y a deux choses qui concernent la technologie que je voudrais signaler, qui sont très importantes, mais qu'on ignore souvent, qu'on n'y prête pas attention très souvent. D'abord, c'est les technologies arrivent de plus en plus, on construit de plus en plus des technologies sur d'autres technologies. Le nombre de canaux de services, il y a 30 ans, on avait 3 canaux. On pouvait appeler le CEP, on pouvait y aller en personne et ou on pouvait leur envoyer quelque chose par courrier. Voilà, c'était tout. Maintenant, il n'y a pas simplement ces canaux-là, mais il y a aussi les sites web, les médias sociaux. On a beaucoup de canaux. AR, PR, des services poussés par l'intelligence artificielle, etc. Donc, il y a beaucoup de nouveaux, mais les vieux systèmes ne disparaissent pas. Ça veut dire qu'on n'a pas simplement plus de technologies parmi lesquelles choisir, mais il faut aussi compter le coût de ces services-là. Et il faut penser à la mort technologique et aux héritages. Pendant cette accumulation, quelques-unes de ces technologies vont vieillir et il faut les faire disparaître. Dans le service de l'emploi public dans l'Europe de l'Ouest, je suis hollandais. Beaucoup d'Hollandais vont venir des Pays-Bas parce que je connais très bien le contexte. Je suis vraiment penser à propos de la situation hollandaise. Il y a une école, une université, juste une, où on enseigne encore aux élèves dans l'art très beau de COBOL. C'est un langage de centrale informatique dans les années 60. Cette école se trouve au cœur de pays qui s'appelle Abedor, dans les Pays-Bas. C'est le centre des Pays-Bas pour les douanes
et l'administration. Bon, il y a une situation similaire qui arrive ici. Et il y a une machine qui marche quelque part dans la cave et personne ne sait ce qu'ils font. Mais il faut les laisser allumer parce que si on les éteignait, on ne saurait pas ce qui va se passer. Donc voilà un héritage qui pose des défis. Il y a plus de technologie, il faut réfléchir quand on planifie l'avenir. Comment est-ce qu'on va traiter un nombre croissant de technologies et il faut faire des choix aigus de quelle technologie on emploie et quelle technologie est-ce qu'on va laisser tomber. Il y a aussi la rapidité croissante des développements technologiques. Les technologies arrivent de façon de plus en plus rapide, qui posent des défis pour les gouvernements qui ont du mal à rattraper les développements technologiques. Pour donner un exemple très pratique de comment les gouvernements ont du mal à... Est-ce qu'il y a Pokémon Go? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent Pokémon Go? C'est un jeu de réalité virtuelle et il faut attraper des Pokémon. Ceci s'est passé tellement rapidement, ça a pris feu tellement rapidement que ça a posé des problèmes pour le gouvernement. Il y avait des gens qui rôdaient dans les régions protégées parce que ça posait des problèmes pour le gouvernement parce que les gens rôdaient pour essayer d'attraper des Pokémon. C'est Uber, par exemple. Il y a encore la législation qui reste à peaufiner sur les Airbnb, pour les gouvernements qui ont des cycles législatifs très très lents. Ils luttent, c'est un problème pour eux de rester à jour. Par exemple, les cas d'Uber. Bon, on m'a demandé d'être conseiller technique pour le gouvernement. Je reçois la dernière stratégie des services d'emploi public et on dit que c'est jusqu'à 2030. Ils vont construire un système massif en 2030 sans avoir aucune idée de comment le monde aura l'air en 2030. Comment est-ce qu'on peut planifier quelque chose maintenant qui sera prêt en 2030 sans savoir de quoi aura l'air le monde de 2030. C'est quelque chose dont très très peu de CEP sont conscients. Ces transformations, il faut penser à comment adapter. Il faut avoir des cycles de planification beaucoup plus courts. 5 ans peut-être, par exemple. Une chose qui est prochement liée à des développements de société. On a parlé de développement, par exemple, on a parlé du vieillissement, des changements. Je voudrais signaler quelques-uns qui sont liés à des développements techniques comme la flexibilité, la mobilité de la main-d'œuvre. Il y a une corrélation forte entre la technologie et la société. Un phénomène comme la globalisation, à l'origine, était propulsé par par exemple, l'expédition par mer ou autre chose. Avec l'arrivée de GPS, ça a beaucoup amélioré tout le processus de livraison de marchandises, etc. Et les gouvernements, en général, ne pensent pas de cette façon-là. Ils pensent à ces technologies de boîtes noires sans réfléchir aux changements qui accompagnent les transformations en société. La leçon qu'on peut en tirer, c'est si on veut comprendre le changement technologique, on ne devrait pas se concentrer uniquement sur la technologie, mais on devrait aussi penser aux changements de la société qui accompagnent. Et dernièrement, les changements dans les marchés de travail et les changements qu'on peut voir et maintenant et à l'avenir, l'automatisation du travail, des augmentations d'emploi, de mobilité, des tendances, des déplacements
jobs, les créations d'emplois, le type d'emploi, et le plus important probablement, c'est que les travailleurs arrivent dans les arrangements de travail alternatifs, AWI. On a mentionné déjà par le panel que c'est quelque chose on n'y est pas encore. Je vois encore les CEP développer des systèmes de matching d'emploi. C'est pour matcher les vacances de poste avec ceux qui cherchent l'emploi à plein temps. Et pas pour tous ces forums intermédiaires, tous ces différents types d'arrangements de travail, à temps partiel, etc. Donc, actuellement, on travaille avec la BID pour faire une révision de stratégie de travail. Donc, on va passer un peu plus de temps à discuter avec ça demain. Donc, il y a certains pays qui sont en train de créer de... Donc, ils sont en train de faire des requises qu'ils auront besoin, que ce soit pour des jobs qui sont de temps complet, pour des travail complet, des travail de temps complet. Donc, j'ai comparé des gens qui sont trouvés, des gens qui sont trouvés pour ça. Donc, voilà le background de tout ce qui conduit la technologie avec dans la thèse au CEP. Ce que j'utilise ici, à l'IDB, que j'utilise moi-même. Donc, le changement, c'est le suivant. Donc, au niveau stratégique, donc, si on veut comprendre la technologie, donc, si on veut implémenter la technologie proprement, tout commence avec la stratégie. Il faut avoir un niveau assez haut de comment on va dealer avec la stratégie. Parce que la technologie, il est partout, il se trouve partout. Donc, on a besoin le plus haut niveau et comprendre l'assessment de ce qui est en train de se passer au plus haut niveau. Donc, excusez-moi que je ne veux pas voir ici parce que l'écran, si j'ai le temps de regarder mon propre dispositif, parce que je suis en train de voir ce que ça se dit. Comment est-ce que l'organisation est en train de répondre à plus haut niveau? Ça, c'est la question clé qui est en train de... Deuxièmement, le rôle de la technologie des services publics. Comment est-ce que le bureau de public est en train de mettre en place les différentes technologies, qui est en train d'utiliser les différentes technologies pour les offrir à ses clients. Et là, c'est les interactions avec le monde, avec les clients. Quel type de canaux est-ce qu'on est en train d'utiliser pour l'utilisation de ces technologies, par exemple, et en parlant avec d'autres bureaux gouvernementaux et pour voir comment le pays est en train d'utiliser, OCEP est en train d'utiliser ces technologies et quel type de technologies qui sont en train d'utiliser pour livrer toutes ces informations. Tout ça, il y a un niveau d'organisation. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir plus à l'heure, mais c'est pas très bien laissé de côté. Donc, le rôle d'échanger de management, c'était aussi, on a déjà parlé dans le panneau, le rôle de beaucoup d'organisations et le facteur qui viennent en place, qui utilisent cette technologie. La technologie, par exemple, la technologie qui a craché dans CEP il y a quelques années, c'est par exemple le CEP à Finlande. Ils travaillent sur de nouveaux outils depuis des années. Mais il y a quelques années, ils ont créé un nouveau outil de profil. Donc, ils ont embauché une compagnie privée pour aider les gens qui cherchent de l'emploi. Donc, c'est des classifier des gens qui arrivent et ils trouvent beaucoup de data sur la personne qui vient chercher. Donc, là, on détermine quel type de service on va l'offrir à cette personne. Donc, c'est facile pour mettre cette personne dans un nouveau job. Donc, il peut faire ce job sans beaucoup de guidance. Est-ce que cette personne a besoin de beaucoup d'aide ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup d'aide? Le profil est très à point. Donc, c'était utilisé pour aider les personnes de CEP de faire le boulot. Donc, c'est aussi un cas pour le cas si les gens rejetaient l'outil. Donc, les gens qui ont rejeté parce qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de data qui arrivaient pour cette personne-là. Mais ils ont rejeté parce qu'ils ont rejeté cet outil. Ils ont
pas fait confiance aux outils. Ils n'ont pas eu confiance avec cet outil parce qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils sont en train de faire derrière cet outil. Donc, ils ne savaient pas si c'était des informations correctes. Donc, la plupart, pourquoi? C'est parce que les gens ils trouvaient qu'ils n'étaient pas impliqués dans le développement de cet outil, donc ils l'ont rejeté. Donc, en fait, le CEP de Finlande ont rejeté cet outil. Et ça peut correspondre à beaucoup d'endroits. Donc, si l'obstacle le plus grand pour une implémentation d'un outil de technologie dans le CEP, c'est de siloing, qui puisse correspondre, que des gens qui puissent travailler ensemble. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque endroit, il se trouve son propre outil, il y a des outils qui développent chacun d'entre eux, qu'il y a quelqu'un qui peut l'utiliser, et c'est des outils qui peuvent pas se combiner. Donc, il a déjà vu des situations où il y a des gens qui se trouvent avec quelqu'un de personne que cherche en droit, qui ça prend une information, il le passe à autre personne parce que il est obligé d'entrer dans son système parce que le système, il se parle pas. Donc, il y a l'organisation et la police qu'il faut voir comment on peut mettre tout ça en place de manière que ça puisse travailler ensemble. C'est le modèle d'organisation et la culture et des ressources humaines qui puissent qu'est-ce qu'on doit faire tel qu'on sait, qu'est-ce qu'on doit faire comme ça pour qu'il puisse avoir un système qui est plus communicatif. Donc, les technologies, les outils sont plus data qui se trouve, c'est un outil qui est très utilisé, très important pour le CEP, parce que maintenant, le CEP, il reçoit le data, le grand data, l'information, il est en train de le prendre mal dans son vie à lui. Donc, j'ai que 2 slides et j'y vais trop. Non. Donc, on avance. Donc, j'ai une structure pas très structurée de comment ça se passe elle-même. Mais j'ai 12 manières comment la thèse utilise le data et qu'est-ce qu'on peut prendre sur cela. Dans ces différents niveaux, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire, premier niveau. Qu'est-ce que PES fait vis-à-vis le digital et les stratégies digitales? Donc, on entend parler de beaucoup de termes qui sont utilisés, s'interchangent assez facilement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la digitalisation? Qu'est-ce qu'on parle quand on parle de digitalisation? Voilà, toutes nos pièces qu'on est dans cette même page aujourd'hui. Donc, ce que je vais avec la digitalisation, ici, digitalisation, c'est qu'est-ce qu'on fait tout. Digitalisation, donc on a des formulaires et on demande de faire digital. Et ça, c'est la première chose. Il y a beaucoup de gouvernementaux qui ont commencé à faire dans les années 50-60. C'est donc, voilà, le COBOL et les machines de COBOL qui c'est tout, garder toutes ces informations et se trouvent au sous-sol des bâtiments. Donc, en faisant des process et de services digital. Donc, maintenant, c'est une forme qu'il faut remplir et c'est une forme qui se trouve en ligne et c'est là que vous remplissez la forme et toute cette information c'est remplie et c'est fait en ligne. Donc, c'est comme ça que on commence à faire des formulaires digitales. Ces gens remplissent et on la voit. Donc, de transformation digitale. Donc, on est en train de commencer à faire, on est une société qui c'est une transformation digitale, on va devenir une société digitale.
proprement dit, de la transformation digitale, ça veut dire qu'on devient tout digital. Donc, c'est-à-dire qu'on a tous les processus qui sont complètement digitales. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre police des ressources humaines? Qu'est-ce que ça veut dire pour le type de personnes qu'on est en train d'employer? Qu'est-ce que ça veut dire pour la structure de la société? Donc, si toute notre société est digitalisée, on n'a pas besoin de tous ces services et toutes ces différentes îles. Il faut parler d'autres. Qu'est-ce qu'on a différent? On a besoin de différentes structures. C'est pas le classique. Il faut quelque chose d'autre. Mais comment est-ce qu'on peut réaligner toute la société avec des outils digital? Ça, c'est l'essence de la transformation digitale, en tout cas dans mon vue. Donc, il y a trois endroits focaux de technologie. Donc, on voit toujours qu'il est en train de bouger de direction à de transformation digitale. Pour arriver à transformation digitale, c'est beaucoup plus difficile. Donc, bon, cet avion, lui, c'était il va trop vite. Donc, ces pays-là sont dans un point là, donc, ils se trouvent dans une situation digitale et maintenant ils sont en train de penser qu'est-ce que c'est le 12e pas. Beaucoup d'organisations sont à la retraite, donc par exemple les CEP de Latine-Amérique, alors ils sont en train de penser peut-être qu'on va sauter quelques pas incrémentales de plutôt que c'est des processus digitales dans toute seule, on va penser de manière différente qu'est-ce que peut ressembler cette organisation. Bon, ils ont le bénéfice de réorganiser ces sociétés sans savoir toutes les pièces digitales qu'ils ont besoin. Mais peut-être que c'est une bonne idée, mais c'est la stratégie de haut niveau, c'est qu'est-ce que c'est l'organisation qui va se ressembler. Et donc, si on bouge à la transformation digitale, qu'est-ce que sont tous les éléments qu'on doit avoir en place? Donc, alors, on a le bureau derrière. Donc, ce qu'on est en train de penser dans l'officine, le back-office, c'est qu'il y a beaucoup de gouvernements, surtout les bons gouvernements, plutôt qu'aller en avant de mettre de nouveaux outils tout nouveaux. Donc, ils ont pris des barrières. Donc, ce qu'ils ont fait, on commence à penser, est-ce qu'on va utiliser SQL, de base de SQL ou d'autres voitures qui ne sont pas SQL, mais il faut commencer par arrière et penser à notre infrastructure. Donc, la première chose, c'est la frustration entre les clients. La plus grande frustration des citoyens qui utilisent des systèmes c'est qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que c'est? C'est lent, c'est vrai, c'est sur la frustration. Voilà, c'est de répéter les mêmes data encore et encore et encore et encore. Pas seulement avec les différents gouvernementaux, mais même dans la même organisation. Donc, c'est toujours la même chose. C'est la même information qui s'apprend. Donc, c'est la même chose. Donc, il faut répéter encore et encore la même situation. C'est la plus grande frustration qu'on a. C'est pas juste une frustration entre les citoyens, ça arrive à faire de différentes des erreurs d'informations qui sont entrées, des informations qui sont bien communiquées l'un à l'autre. Donc, il faut prendre un pas à l'arrière et commencer à penser comment on peut faire notre structure, la structure d'entrée. Il faut faire bien ce qu'on est en train de faire dans les années passées. Par exemple, Estonie et Finlande, donc, qui commence à travailler sur un système qui s'est interconnecté, de manière qu'on puisse travailler de manière qu'on a une infrastructure assez solide. Et donc, pareillement, avec un système de paiement de manière qu'on puisse arriver à avoir un système assez qui puisse réussir l'État américain, l'Amérique latine est en train de suivre cette stratégie. Donc, la deuxième part des back-office,
ces applications et processus. Donc, en train de connecter des services nationaux et publics et aussi avec le service data. Donc, de s'assurer de le data entre ce qu'on partageait et arrêter d'imprimer des informations de ce côté-là et rentrer dans un système de manière que ce système puisse se connecter et se comporter et faire moins d'erreurs et aussi faire le processus plus vite. Donc, beaucoup de processus sont en train de se tenir à l'intégration. Donc, le troisième, c'est le nouveau et les mises à jour des applications. Donc, une nouvelle manière de profil des gens qui cherchent comment on peut segmenter notre population correctement et trouver un bon match pour on va passer d'un système ici d'un matching plus très simple avec le CV et les gens qui sont les compétences et d'autres informations qui donnent. C'est les CEP avec plus de succès, ils prennent ces informations ils trouvent toutes ces différentes choses. La France est donc, c'est un moyen fantastique de développer de nouveaux produits pour chacun d'entre vous de manière plutôt que d'aller chercher dans le secteur privé. Donc, aussi dans le back-office, ce qu'on est en train de voir l'intégration des différents blocs programmés. Donc, avant qu'ils passent à d'autres applications. Donc, au devant, on voit que les pays sont en train de travailler sur la maturité de leur donc, je vais dépasser, je vais le dire désormais, parce que le coffee va être 5 minutes plus court, mais c'est parce que j'ai beaucoup à dire ce matin. Donc, les pays qui ont plus de succès sont en train de progresser sur la maturité des canaux devant. Ici, on voit le site de Flandre, donc les canaux. Et le succès de cette baisse-là, c'est très incrémental. Donc, ils sont pas juste en train de redesigner le portal chaque année, mais ils sont en train de prendre une incrémentation. Ils rajoutent ce qu'ils ont fait. Donc, beaucoup plus de services online et beaucoup de digitalisation dans ces organisations. En main avec tout ça, c'est des services dédiés à ces canaux-là. Donc, il y a encore des technologies. Et quand vous avez plus de 15 ou plus de services à choisir, donc vous voulez donner le bon service à de bons canaux, à de bonnes personnes et en même temps de maintenir le bon efficace de l'organisation. Donc, j'ai travaillé sur les Pays-Bas, sur le système des apps. Donc, et apps, c'est quelque chose de fantastique parce que c'est que tout le monde est sur mobile. Mais si vous avez besoin d'une app dédiée, c'est pas la meilleure solution pour un problème. Mais je vois beaucoup d'organisations qui ont son propre app, mais ils veulent des apps. Et la raison pour ça, c'est parce que c'est pas un bon cas de business, mais c'est parce que pourquoi c'est pas la seule raison pour laquelle ils veulent leur propre app, parce qu'ils veulent quelque chose de nouveau. C'est parce qu'il y a un nouveau mairie, un nouveau politicien qui puisse dire, qui peut montrer que l'Apple Store ou le Google Store, il y a une nouvelle application à travers de cette municipalité. Mais on pourrait y faire grand-chose, mais on pourrait faire, mais c'est pas pour la relation publique. Donc, vous avez un budget pour faire une app et après vous le mettez sur l'App Store et après quoi? Il faut le maintenir.
il faut le mettre à jour. Donc, il va y avoir un nouveau réseau Google. Il faut mettre à jour l'app, mais après aussi mettre en place sur votre Google, mais aussi à iOS. Donc, tout ça coûte de l'argent et souvent, le budget pour faire tout ça n'est pas là. Donc, c'est beaucoup des études que j'ai faites. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est que beaucoup de ces applications qui se trouvent sur l'Apple qui sont pas mises au jour. Donc, il y a des risques. Il y a des risques de privacité, il y a des risques de sécurité. Donc, il faut vraiment réfléchir à quel type de canaux qu'on en a besoin. Qu'est-ce que vous allez mettre en place. Donc, voilà, ça, c'est le goal, c'est la stratégie. Ils sont en train de passer holistiquement. Qu'est-ce qu'on a les canaux qu'on veut et comment on peut le déployer. Et bien sûr, c'est le nouveau canon. Maintenant, c'est le plus connu, c'est Chatbox, le chat de boîte de conversation que les organisations sont en train de passer, et on voit ça de plus en plus. Et c'est pas des SEP assez bien développés, mais on a comme en Brésil qui ont une chatbox qui marche très bien, mais ça, pour moi, c'est pas quelque chose que je vais mettre en haute place. Mais bon, il faut penser qu'il faut attendre beaucoup de développement dans ce milieu. Et après, on a le data. Bon, on arrive en vite. On a bon longtemps. Le bon CEP a une conjonction avec l'intégration avec le système d'IT, c'est l'infrastructure de data. Donc, il y a quelques années, j'étais en train de faire une recherche sur le CEP. On va créer une chatbox. Donc, on a eu un appel téléphonique et quand vous avez créé cette chatbot, donc on va créer un chatbot et on va mettre les data. Mais quel type de data vous allez mettre cette data? Comment vous allez apprendre votre intelligence artificielle? Comment on fait ça? Est-ce que vous allez avoir vos data dans un endroit central, de manière que vous puissiez donner cette information à cette chatbox? Est-ce que vous avez toute l'information sur votre site? Est-ce que vous avez les informations dans un système? Est-ce que vous avez la question plus demandée dans une santé? Et la réponse c'était non. Ils voulaient une chatbox parce que c'était nouveau et c'était sexy. Donc, de manière d'avoir une bonne chatbox, il faut avoir une bonne intégration des informations et une bonne infrastructure pour cette chatbox. Donc, de travailler sur l'infrastructure, c'est quelque chose de très fondamental qu'il faut bien y travailler. Par exemple, le Bund, par exemple, en Allemagne, ils ont investi beaucoup de manière pas seulement d'avoir un chatbot, mais aussi d'intégrer tous les data dans un endroit de manière qui est bien organisée pour qu'ils puissent faire tout ce qu'il faut faire avec ça. Pour le suivant, c'est le management des performances. Ça veut dire qu'en plus en plus de technologies qui commencent à être en place, donc le coût de plus outils que vous avez, le plus vous avez besoin de budget parce qu'il faut le maintenir tout. Donc, ce sont plus de technologies qui vous a déployées dans l'organisation. Pour le faire bien, il faut bien l'intégrer. Donc, il y a beaucoup. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre système? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans tous les différents bureaux? Donc, on voit toutes ces informations dans une seule place, mais tout ça, on en a besoin pour pouvoir voir qu'est-ce que les performances et le manager également. Parce qu'on voit dans le CEP, c'est qu'on est en train de penser à tout ça, mais c'est un très bon développement. Mais les nouveaux data et analytics, qui a la présentation, par exemple, l'intelligence artificielle, et encore dernièrement, le développement dans l'organisation, les choses comme l'intégration des employés et les écouter, de prendre la suggestion. Par exemple, celui-là, Danemark, quand le développement s'est co-développé avec les employés parce que les employés sont une source très valeur, beaucoup de valeur pour le système dans l'organisation. Donc, par exemple, au contraire, en Finlande, qu'ils sont en train de perdre parce que c'était pas impliqué.
Donc, ça peut aider à pas avoir de résistance des employés de nouveaux outils. Et pareillement, l'innovation comme une capacité. Donc, on est en train de savoir des technologies de plus en plus vite et il faut y penser comment est-ce que l'organisation va changer dans le futur. Donc, en faisant l'innovation une institution de capacité, ce qu'on est en train de faire en Finlande, des cadres de leadership qui sont très lourds dans l'innovation et qui sont en train de penser qu'est-ce qui va ressembler chaque année dans le futur, et une capacité pour rester relatif dans le futur. Donc, ça implique aussi des labos d'innovation. Donc, les CEP de succès, qu'ils ont de succès, doivent focaliser dans tous ces éléments. Donc, on ne peut pas dire, on va mettre des outils digitales dans l'organisation et pas, mais on ne peut pas avoir un bureau dans nos CEP qui est digital quand derrière, ils sont en train d'utiliser toujours papier et stylo. Donc, il peut pas faire, il faut rentrer dans tout ça dans une mesure égaux. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire en Latine-Amérique. On est en train de faire l'assessment de les différentes CEP de manière qu'ils sont à maturer dans tous ces différents endroits. Donc, même que si différentes, donc, on est en train de focaliser, ils sont, dans certains endroits, ils sont en train de prendre beaucoup d'attention pour le digital. Mais à certains endroits, c'est très grand. Mais il y a certains pays, ils sont en train de focaliser dans les aspects des bureaux, des front office, comme, donc, il faut faire attention à tous les différents endroits il faut faire attention à tous ces endroits pour avoir plus de succès. Donc, en général, qu'est-ce que sépare les moyens que le succès? Donc le niveau stratégique, beaucoup d'endroits stratégiques, c'est pas dire que ça s'applique à tous les gens, beaucoup de gouvernementaux, c'est pas quelque simple mais c'est ce qui fait beaucoup de gens. Beaucoup de gouvernementaux qui sont réactifs et fragmentés. Donc, il y a beaucoup de stratégies, et pour toutes les différentes stratégies qu'ils sont en train de mettre en place. Ils sont souvent très réactifs. Donc, il faut grandir sur les technologies qui sont là déjà. Donc, on commence à créer de nouveaux systèmes et intégrer des systèmes qui sont déjà en place parce qu'on est toujours un peu à l'arrière de la technologie. Mais comment est-ce qu'on peut faire une infrastructure qui est prête pour le futur, qui est modulaire, qui puisse nous permettre d'échanger une technologie pour l'autre dans le futur? Donc, les bons, c'est ceux qui sont plus proactifs, ils sont plus holistiques, ils ont une vision plus claire où l'organisation doit être. Il n'y a qu'une CEP qui puisse voir qui a tout ça en place déjà. Et le back-office, les pèses moyens sont toujours en train de mettre de nouvelles technologies. Et ces pèses-là sont souvent les bons, ils sont des intégrations qui parlent avec des legacy. Comment est-ce que les nouvelles technologies parlent avec les anciennes technologies, communiquent avec les anciennes? Du côté du front office, le bureau qui traite avec le public, des parties de l'organisation peut-être ont toujours, la plupart ont des idées de canaux intégrés entre les services de soutien et les services publics. Les données, la plupart sont des processus. On pense au traitement dans les CEP, traitement de données, traitement de dossiers. Mais les CEP qui réussissent, par exemple, en France ou en Flandre,
c'est pas simplement le produit que le CEP est en train de produire, pas simplement le traitement de données, mais il faut aussi des données pour propulser le succès de l'organisation. Comment est-ce qu'on gère l'organisation de l'intérieur? On a toutes ces données qui résident dans tous ces garde-meubles, non, mais enfin, des API avec des données ouvertes. Comment est-ce qu'on peut obtenir les données de la part des CEP pour construire et le CEP deviendra un marché ou un magasin pour que les gestionnaires de dossiers peuvent bénéficier de ces outils. Comme ça, les données deviennent un outil pour aider les CEP à innover de l'intérieur. Si elles sont là, pourquoi ne pas les utiliser? Et dernièrement, l'organisation, les modèles d'organisation, la culture, les ressources humaines, OD, ils reçoivent très peu d'attention dans les stratégies numériques existantes. Repenser les modèles d'organisation, le rôle des gestionnaires et des aspects plus soft. Par exemple, le Royaume-Uni, autrefois, était le leader dans les Nations Unies en 2016, mais en 2018, ils sont tombés au quatrième place, en quatrième place, et il y a eu une enquête de la part du Parlement. La raison pour la chute était le manque de leadership politique et qui a causé la digitalisation de devenir une priorité moins forte. Donc il faut les garder tous les deux pour maintenir l'emploi de l'agenda, l'ordre du jour aux yeux du gouvernement. Donc un facteur clé pour le succès. Donc pour résumer, je crois que on est en train de rattraper. Il y a des contraintes, des limitations de ressources à l'intérieur des CEP. Les CEP ont tendance à travailler dans l'actualité. N'existe pas. Bon, c'est mon dernier point. Je crois que c'est possible. Si les CEP commencent à travailler ces différents niveaux en même temps, ils seront prêts pour l'avenir et ils vont pouvoir aborder ces changements difficiles qui arrivent. On va partager cette présentation à un moment. Je vous laisse avec mon dernier message de la journée et puis c'est l'heure du café. Le monde des CEP change rapidement et les innovations techniques arrivent en succession rapide. Donc il faut développer des stratégies digitales qui répondent à ces changements et qui nous permettent de scanner l'avenir pour être sûr qu'on construit ces organisations qui peuvent résister à ces changements. Donc l'utilisation des données, ceci nous exige également, à mon point de vue, il faut avoir une optique plus ouverte et ne pas avoir une idée rigide de dire voilà l'infrastructure qu'on a. Non, il faut avoir une optique ouverte et être prête à changer l'organisation. La digitalisation, en fin de compte, ne concerne pas la technologie ni une révolution technologique. C'est plus une évolution organisationnelle qui est propulsée de l'intérieur.